Bonsoir à tous, merci de suivre NCI. Voici les titres. Placés sous mandat de dépôt, les proches de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, arrêtés pour atteinte à l'autorité de l'État, ont été convoqués ce mardi devant le tribunal d'Abidjan au Plateau pour être entendus sur le fond du dossier. Ce mardi, les tout-petits ont paradé dans la rue d'Abidjan et de l'intérieur du pays à l'occasion de la célébration du Mardi Gras, un jour qui précède le mercredi des Cendres et qui annonce le carême chrétien. Ces enfants, parés de tenues, de déguisements, ont rivalisé de créativité. Vous le verrez dans ce journal. Et puis à l'étranger, le décès de Hosni Moubarak en Égypte. L'ex-président qui a régné en maître sur le pays pendant 30 ans est mort ce mardi à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire du Caire. L'homme a été 3 décennies durant le visage du pouvoir. Tout d'abord, l'actualité judiciaire. Ils ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été arrêtés pour atteinte à l'autorité de l'État. Des proches de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, ont été convoqués ce mardi devant le tribunal d'Abidjan au Plateau pour être entendus sur le fond du dossier. Les précisions de Salif Yalekwe. Des proches de Guillaume Soro, dont des députés, ont été entendus ce mardi au tribunal d'Abidjan Plateau par le doyen des juges d'instruction qui a ouvert une enquête, annonce l'un de ses avocats. Ils avaient été arrêtés pour atteinte à l'autorité de l'État le 23 décembre 2019 à la suite d'une conférence de presse du mouvement Génération et Peuple Solidaire présidé par Guillaume Soro. Depuis le 23 décembre dernier, après son retour avorté à Abidjan, la justice ivoirienne a lancé un mandat d'arrêt international contre M. Soro pour atteinte à l'autorité de l'État, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. 15 de ses proches, dont des députés, ont été également arrêtés pour trouble à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a levé, il y a quelques semaines, l'immunité parlementaire de Guillaume Soro et de 5 autres députés ivoiriens, ouvrant ainsi la voie à un jugement de ces élus du peuple. Député de Farkessédougou, l'ex-président du Parlement ivoirien qui a annoncé sa candidature pour la prochaine présidentielle d'octobre 2020, est en froid avec le régime au pouvoir. Ce mardi, vous les avez peut-être rencontrés sur votre chemin. Les tout-petits ont paradé dans les rues d'Abidjan et de l'intérieur du pays à l'occasion de la célébration du Mardi Gras, un jour qui précède le mercredi des Cendres et qui annonce aussi le carême chrétien. Ces enfants, pour la plupart en classe de maternelle, arborant des tenues de déguisement, ont rivalisé de créativité, un sujet de Pierre Dipoumelin. Trècheville, avenue 1. Il est 8 heures. Les enfants de ce centre de protection de la petite enfance préparent avec leur éducatrice une journée bien chargée. C'est le Mardi Gras. Aujourd'hui, pas de tenue d'école. C'est une incursion dans la culture Oué, un groupe ethnique à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une fois n'est pas coutume. Toute l'école a appris quelques mots en langue oué et des pas de danse. Il faut que les enfants connaissent les différentes régions de leur pays. Parce que d'habitude, nous faisons les Antilles, le Japon, tout ça. Mais pourquoi ne pas s'intégrer dans notre culture? Nous avons déjà vu le peuple Acha, nous avons vu le peuple Dida. Et cette année, c'est le peuple Oué. Nous avons eu une semaine culturelle pour découvrir la danse, les différentes danses oué, comment compter, comment parler et les différents mets. Quelques heures après, c'est une ambiance de fête dans les rues, animée par de nombreuses parades des écoles maternelles venues elles aussi marquer le coup de ce Mardi Gras. Occasion pour les enfants de visiter la riche diversité des coutumes et accoutrements traditionnels du pays. Ces enfants, rencontrés à Cocody, ont fait eux-mêmes le choix de leur déguisement. Des déguisements qui pourraient annoncer des vocations. Je suis le capitaine, sapeur-pompier militaire. Je veux être sapeur-pompier pour sauver les gens. Et sapeur-pompier, il sauve les gens, il verse l'eau sur le feu.
C'est un moment pour l'enfant d'extérioriser, d'exprimer ce qu'il souhaiterait. À travers nous, les grandes personnes, l'enfant déjà, il voit ce qu'il souhaiterait plus tard devenir médecin, sapeur-pompier. Et ça nous fait énormément plaisir. Et nous, enseignants, nous sommes fiers de les voir déguisés parce qu'on se dit, nous sommes en train de participer à la formation d'un futur médecin, d'un futur sapeur-pompier, d'un futur avocat. Le Mardi Gras, veille du mercredi des Cendres, annonce les 40 jours de jeûne des chrétiens catholiques. Selon la tradition, les chrétiens doivent s'abstenir de manger gras et notamment de consommer de la viande avant l'entame du carême. Quelques 700 000 personnes en Côte d'Ivoire sont apatrides ou présentent les risques de l'être. L'apatride est une personne sans nationalité légale, la privant ainsi de ses droits légaux, notamment l'éducation, la santé. Pour y remédier, le gouvernement ivoirien et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR conjuguent leurs efforts depuis quelques années. Le représentant résident de l'institution onusienne en Côte d'Ivoire a fait un point sur ce phénomène ce mardi, marquant le 5e anniversaire de la déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie d'ici 2024. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. L'apatridie, selon l'article 1er de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, une personne dont la nationalité ne peut être établie. Une situation bien préjudiciable pour de nombreuses personnes en Afrique de l'Ouest. L'État ivoirien et le Haut Commissariat des Nations Unies mènent depuis quelques années des actions pour endiguer le phénomène, entre autres. L'adoption et la mise en œuvre d'une loi spéciale d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration qui a profité directement à plus de 16 000 descendants d'immigrés et par extension à leurs descendants, soit plus de 45 000 personnes. Ensuite, la mise en œuvre d'une procédure spéciale de déclaration de l'état civil pour les élèves du primaire démunis d'extrait de naissance, donc à risque d'apatridie sur le long terme. Le lancement d'un vaste projet de modernisation de l'état civil. Face à plusieurs polémiques et à la passion autour de ce sujet, Askia Mohamed Touré a tenu à faire des précisions. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je veux dire que très souvent l'apatridie est liée à des sujets sur lesquels on spécule énormément. On spécule énormément parce que tout simplement, selon là où on se situe dans l'échiquier politique, on utilise l'apatridie pour ceci, pour cela, mais je pense qu'il faudrait être assez objectif quand on parle de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Tous les apatrides n'ont pas vocation à être ivoiriens. J'insiste là-dessus parce que tout simplement, quand on parle d'apatridie en Côte d'Ivoire, on a tout de suite l'impression que c'est une cohorte d'individus qui ont pour vocation d'être ivoiriennes, qui vont venir grossir la communauté nationale à terme d'acquisition de la nationalité. Je pense que c'est quelque chose de faux et qu'il faudrait certainement diffuser de manière évidente. L'apatride est une personne qui n'a pas de nationalité, mais il n'est pas dit que l'apatride est condamné à être ivoirien. Adopté le 25 février 2015 par les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors d'une conférence ministérielle organisée par le HCR et la CEDEAO, la déclaration d'Abidjan contient 25 engagements. Elle souligne entre autres l'importance pour les États de faire leur possible pour que chacun dans la région ait une nationalité reconnue. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a de tout temps été surnommée la perle des lagunes. En effet, la ville est bâtie autour d'un plan d'eau lagunaire unique et précieux qui lui donne son cachet, son charme. Cependant, la lagune par endroits est affectée par des phénomènes contre lesquels veut lutter le préfet de la ville. Vincent Tobihiri a initié aujourd'hui une visite sur la lagune afin de faire un état des lieux de l'érosion et de la pollution des façades lagunaires. Yeli Traoré, Arona Zeba. Le préfet de la ville d'Abidjan, Vincent Tobihiri, a effectué une visite ce mardi sur la lagune d'Abidjan afin de faire un état des lieux de l'érosion et de pollution de ses façades. Pour l'occasion, il était accompagné de responsables de certains ministères techniques, de responsables de la SOTRA et des responsables municipaux des zones traversées par la lagune. Le constat est double. Non seulement la lagune est rendue insalubre sous l'effet de la pollution, notamment plastique, mais aussi le dragage sauvage du sable constitue une autre menace.
La question de la pollution des berges lagunaires et également des dragages anarchiques qui sont menés et qui ont des impacts assez graves sur notre écosystème, sur l'urbanisation, qui ont des conséquences financières et qui compromettent d'une certaine façon l'avenir des générations ici en Côte d'Ivoire. La lagune est transformée par endroits en un véritable cimetière pour gros navires, ce qui constitue une menace pour l'écosystème. Au niveau de Port-Boué, Zimbabwe, lieu d'approvisionnement de la ville d'Abidjan en poissons, le constat est désolant. Des particuliers ont remblayé la berge et y ont construit des habitations précaires qui mettent en danger leur propre vie et celle des autres. Abidjan est quand même une capitale de référence en Afrique de l'Ouest, en Afrique d'une façon générale. Et il est inacceptable d'avoir un tel niveau d'insalubrité sur les berges. Il est inacceptable d'avoir un tel désordre dans le dragage qui se font de façon clandestine, pour beaucoup d'entre eux non autorisés. Il n'est pas normal qu'il y ait des déjections d'autant de détritus dans l'eau. Il n'est pas normal qu'il y ait autant de problèmes de sécurité dans certains de ces espaces où se pratique la contrebande. Cette visite des façades lagunaires par le préfet d'Abidjan et sa délégation a permis de constater de visu l'effet de l'érosion et des dragages sauvages de sable sur la lagune d'une part et son état de pollution avancé d'autre part. Le préfet promet, en concertation avec les autorités nationales, des mesures vigoureuses pour freiner ces fléaux. Les déguerpis des bassins d'orage d'Abidjan perdent patience. 6 ans après les démolitions de leurs maisons localisées sur des zones exposées aux éboulements et inondations en saison pluvieuse, ils attendent toujours les indemnisations annoncées. Si l'on en croit des membres du collectif des 204 propriétaires aux habitations rasées dans le cadre du plan Orsec que l'une de nos équipes a rencontré ce mardi sur des sites démolis, l'attente est bien longue et l'espoir se mue en mirage. Ils interpellent sur leur situation. Au micro de Thiemé Dandje. Propriétaire d'une cour de 12 portes, Oumar Sidibé est désormais locataire. Depuis son déguerpissement en 2014 à Abobo Monastère sur la route d'Alépé, c'est ici, au quartier Kennedy, qu'il s'est trouvé une 3 pièces en location. Ce mardi, une réunion avec des camarades du bureau du collectif des déguerpis du plan Orsec pour la construction de bassins s'y tient. Elle porte sur l'état des lieux du dossier de leur indemnisation. En 2014, le gouvernement a décidé de faire quitter les gens dans des zones à risque, en 2014. Mais bien avant qu'ils ont dit qu'ils vont dédommager les gens avant de démolir chez les gens. Bon, ce n'a pas été le cas, ils sont venus démolir chez les gens, ils n'ont pas encore dédommagé. On dit qu'il y a 3 ministères qui doivent signer, le ministère de la Construction et puis le ministère des Finances, avant que ça puisse passer au Conseil des ministres. Même amertume sur cet autre site d'Abobo, celui du quartier Nid de Colombe. En 2014-2015, nos maisons étaient démolies. Et nous avons demandé de fournir les documents. On a tout fourni, les lettres d'attribution, tout, on a tout fourni. Et en 2016, nous avons distribué des prospectus où chacun devait son montant indiqué. C'est-à-dire les réalisations détruites, pas les terrains, mais les biens détruits. On nous dit que ça va passer au Conseil des ministres. Ça va passer au Conseil du gouvernement et ensuite au Conseil des ministres. Il y a 3 ministres qui doivent signer. Et jusqu'à présent, nous ne voyons rien. Le gouvernement a mené des actions de destruction, de démolition sur ce site que vous voyez. Normalement, c'était prévu qu'il y ait une construction de bassin. Et on a constaté qu'il y a des lots qui n'étaient pas concernés par la construction du bassin, qui ont été détruites. Vous voyez, tout cet espace-là n'était pas concerné. Voici le bassin qui a été fait. Et ils avaient dit qu'ils allaient réattribuer les lots qui n'étaient pas concernés. Les lots n'ont pas été réattribués. La preuve en est que le site est vide. Le bassin a été fait. Les lots n'ont pas été réattribués, les dédommagements n'ont pas été faits. Des assurances avaient été données aux déguerpis. 6 ans après, ils disent ne rien voir pointer à l'horizon. Et l'attente devient bien longue et intenable. Ça ne va pas du tout vraiment. Il n'a qu'à passer à nous. Avant l'élection, vraiment, il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Il y a beaucoup qui sont malades. Hein? C'est des vieillards. Les gens, ils ont travaillé, ils ont construit. Ils sont partis à la retraite. L'État est venu démolir 105 francs. Vraiment, c'est pas possible. On passe partout. Non, on dit non, il faut forcément passer par le Conseil de gouvernement et puis ça passe au Conseil des ministres.
Si tu n'as pas quelqu'un aussi pour t'aider, pour faire passer le document là, ça va rester là-bas de 6 ans, 2014, 2015 à l'an 2000. On est dans la 6e année. Vraiment, ça ne va pas du tout. Pour mettre fin à leur calvaire, le collectif interpelle le gouvernement. On interpelle les autorités de Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent vraiment prendre ce problème-là à cœur. Notre souhait vraiment que le plus tôt possible qu'on nous dédommage. Le dossier de l'indemnisation qui, selon nos sources, avancerait bien, est au stade de la présentation en Conseil de gouvernement. Après cette étape, il pourrait se retrouver en Conseil de ministres pour l'ultime phase, celle de la prise en charge budgétaire. Une étape que les 204 déguerpis attendent avec impatience. À l'étranger, l'ex-raïs de l'Égypte est décédé. Hosni Moubarak, qui a régné en maître sur le pays pendant 30 ans, est mort ce mardi à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire du Caire. L'homme a été 3 décennies durant le visage du pouvoir. L'ancien président Hosni Moubarak, maître absolu de l'Égypte pendant 30 ans, est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans dans un hôpital militaire au Caire. Balayé en 2011 par le printemps arabe et emprisonné, il avait finalement été acquitté. Depuis sa démission en février 2011, après 18 jours d'une révolte sans précédent contre son régime, la santé de l'ancien chef d'État avait fait l'objet de spéculations dans la presse et sur les réseaux sociaux. Des Égyptiens au Caire réagissent à son décès. Peut-être que nous, les générations des années 70 et 80, avons grandi avec cet homme que nous considérons comme un père. Il a été au pouvoir pendant plus de 30 ans. Qu'il repose en paix. C'était un homme respectable et c'est ce que nous avons vu dans les médias. Mais ce n'est pas à nous de juger sa personnalité. Nous avons vécu longtemps sous son règne. Ça n'a pas été court, comme pour d'autres présidents, et franchement, les gens se sentent mal pour lui. Ma famille se sent mal. Nous lui souhaitons miséricorde et pardon. Selon les médias égyptiens, des funérailles militaires en l'honneur de l'ancien président Moubarak seront organisées mercredi à la mosquée Al-Mouchir Tantawi à l'est du Caire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.